poursuivons cette discussion sur le plan des marchés, à présent, avec Laurent Dédier, à nos côtés en plateau, le directeur général délégué chez Autingre Banque Privée. Bonjour Laurent, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Même question que je posais à François, mais avec la casquette d'investisseur, de stratégiste, d'allocataire d'actifs. Laurent, qu'est-ce qu'une pause de la Fed signifie pour vous? Est-ce que c'est une nouvelle séquence qui s'ouvre en matière de dynamique de marché et donc en matière de construction de portefeuille et d'allocation d'actifs? Clairement, c'est un changement important dans l'allocation. Bien évidemment, après, il va falloir séquencer, entre guillemets, cette question. C'est est-ce que la Fed va enclencher un mouvement différent prochainement ou beaucoup plus tard dans le calendrier? Mais je vais juste donner une statistique. Quand on regarde les marchés financiers américains depuis 1995, donc presque 30 ans, le S&P 500, au moment où la Fed dit c'est ma dernière hausse de taux, ce qui semble implicitement être le cas dans le discours de Jérôme Powell de cette semaine, c'est une hausse moyenne à 6 mois de 10% du S&P 500. Ce qui veut dire que logiquement, on rentre dans un mouvement haussier potentiel sur le marché américain. Maintenant, je partage tout à fait l'analyse de François. Je pense que le marché se trompe. On est dans une situation économique, géopolitique et tous les sujets qu'on connaît très bien autour de l'inflation qui est différente, qui va amener beaucoup de prudence, je pense, de la part de Jérôme Powell sur le mouvement prochain. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme un compte à rebours. Plus le temps va s'écouler, plus on se rapproche de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est une baisse de taux à un moment ou à un autre de la Fed, probablement début 2024. Le marché est toujours dans l'anticipation, dans l'analyse de la dérivée seconde. Et donc, une fois que certains éléments qui peuvent laisser penser qu'il y a quelques craintes à très court terme sur les marchés seront derrière nous, et on espère qu'ils seront résolus avec succès, il est possible qu'après l'été, les marchés commencent à un petit peu se pencher sur le mouvement futur de la Fed. Un des éléments qui peut expliquer peut-être ce pricing de marché assez agressif, l'idée que la Fed renversera sa politique monétaire au cours de l'été, c'est évidemment ce qui se passe sur le front des banques régionales américaines, avec un jeu de domino qui ne s'arrête pas pour l'instant. On n'a pas encore trouvé le coupe-circuit de ce point de vue-là. Comment vous regardez ces développements, Laurent? Évidemment, personne n'a la boule de cristal qui permet de dire comment est-ce que cette histoire bancaire américaine va finir, mais est-ce que ça reste, de votre point de vue, une séquence contrôlée? Est-ce que ça reste très US spécifique? Est-ce qu'on est encore dans quelque chose qui semble gérable? Et comment vous évaluez le risque systémique attaché peut-être à cette séquence bancaire américaine? C'est difficile parce qu'on n'a pas toutes les données. Ce que l'on voit, c'est globalement l'hémorragie continue, toujours sur le même sujet. Les banques régionales américaines. Et le maître mot, c'est la perte de confiance aujourd'hui des investisseurs sur des banques qui sont considérées comme des banques de moindre qualité, qui n'étaient plus régulées. Et cette semaine, on a attaqué PacWest Bancorp et on a attaqué Western Alliance Bancorp. Donc deux banques, une fois encore, en difficulté, après celle qu'on vient de voir sur le mois et demi qui vient de s'écouler. Je pense que les marchés financiers sont à la recherche d'une réponse forte de la part des autorités, que ce soit la Fed, que ce soit peut-être l'État fédéral ou la FDIC. Une réponse systémique, quoi. Exactement. Qui coupe l'enchaînement des dominos. J'ai envie de dire que le marché adorerait que l'intégralité des dépôts bancaires et assurantiels soit garantie. 17 000 milliards de dollars, voilà, c'est si ça? cette information arrivait, tout d'un coup, l'hémorragie s'arrête du jour au lendemain et on passe à un autre sujet. Je ne pense pas que ce soit la trajectoire aujourd'hui voulue par les autorités et ces trois institutions, entre guillemets, mais le marché a la capacité d'amener des réponses fortes et donc d'acculer, entre guillemets, les décideurs à des réponses très puissantes qui seraient des réponses pour lutter contre le risque systémique. Entre les deux, là où je partage aussi l'analyse un petit peu de François, c'est que quelque part la Fed elle a fini son job et que l'économie réelle va continuer à faire le job pour elle maintenant. Et ce resserrement qu'on a aujourd'hui financier, cette restriction de crédit qui arrive aux États-Unis depuis la mi-mars et qui continue globalement certainement aujourd'hui sur les entreprises de moindre qualité, sur le financement dans la partie régionale, va faire que l'économie va connaître encore un cool-down, va continuer à ralentir et donc quelque part l'inflation va d'elle-même, entre guillemets, continuer à diminuer grâce un petit peu malheureusement à ce phénomène de crise bancaire régionale.
L'autre événement, alors qui marque un peu les esprits, qui fait office de marronnier, pour dire les choses, dans le monde de la finance, c'est la question du plafond de la dette aux États-Unis. Tout le monde est habitué au folklore, au drama habituel, politique, autour de cette question qui revient de manière récurrente, évidemment. C'est un plafond qu'on décale dans le temps à chaque fois. Le marché nous dit que l'histoire de 2023 est peut-être différente. En tout cas, que c'est une histoire à prendre plus au sérieux que les épisodes précédents, y compris l'épisode de 2011, qui a été un épisode de référence avec un défaut évité à 48 heures près, je crois, à l'époque, et qui avait ensuite généré la perte du AAA américain. Comment vous regardez là et des secousses sur les marchés financiers non négligeables, voilà, où on avait vu des baisses à deux chiffres. Et voilà, sans même défaut des États-Unis, il y avait eu un coût à payer, notamment sur les actifs financiers. Très clairement, on est dans un jeu politique, donc donner une réponse, c'est difficile. On peut essayer d'établir plusieurs scénarios. Pour nous, le scénario central, c'est dire qu'il va y avoir un accord, ça on n'en doute pas. Est-ce que l'accord va arriver au dernier moment, dans les derniers mètres de la ligne droite, ou est-ce qu'il va se produire légèrement plus tôt ? C'est là où la partie est difficile à lire, parce que vous avez d'un côté les démocrates avec un candidat qui est affirmé, qui est connu, qui est M. Biden, et quand vous regardez du côté des républicains, tout va se jouer au premier tour des élections, et clairement M. Trump, il est quand même très bien parti aujourd'hui pour être face à M. Biden prochainement. Donc très clairement, aujourd'hui, il peut y avoir une situation un petit peu où chacun commence à montrer ses muscles, surtout les républicains. Et peut-être que l'accord va se faire vraiment dans la douleur au dernier moment. Alors à 48 heures de l'arrivée, je ne souhaite pas et je ne pense pas. Mais dans la dernière semaine, c'est pas à exclure. La seule mauvaise nouvelle, c'est que le calendrier joue contre nous. Madame Yellen nous a dit attention, début juin, je change entre guillemets mon fusil d'épaule et je mets des mesures bien plus strictes en place. Ça peut être un shutdown. Voilà, on peut imaginer plein de choses. On est le 5. Il nous reste 4 semaines. Ouais. Ouais, un temps très court, effectivement, de ce point de vue-là. Sur la stratégie d'investissement et les évolutions avec cette pause de la Fed qui s'installe aujourd'hui, qui est prête à s'installer, Laurent, vous dites, en moyenne, le S&P, c'est plus 10% dans les 6 mois qui suivent la dernière hausse de taux de la Fed sur les 30 ans d'historique que vous avez rappelé. Dans votre tête, c'est plus 10 à partir de maintenant, ou c'est d'abord moins 10, moins 15, et puis plus 15, plus 20 ensuite, Laurent ? Comment on gère en fait cet intervalle dans une allocation d'actifs avec quand même un risque à un moment de récession douce, dur, j'en sais rien, de l'économie américaine, qui peut chambouler peut-être là aussi un peu les prix de marché. Alors nous ne déciderons pas de savoir si c'était une récession, il y a une institution qui le fera pour nous, mais une récession technique, c'est pas impossible, Q2, Q3 ou Q3, Q4, on verra bien aux États-Unis. Moi, ce que j'observe, la première chose, c'est que les bénéfices des entreprises se portent bien. On démarre le premier trimestre, il y a quelques semaines, avec une anticipation de baisse des profits des entreprises américaines de 6,6%. À avant-hier, on était à 0, ce qui veut dire qu'il y a une réaccélération des profits. Et quand on regarde la trajectoire des profits fin 2023 et fin 2024, on est sur cette même trajectoire haussière. Ce qui veut dire qu'on a quand même un petit peu d'essence dans le moteur, positif, parce que les marchés, ils aiment bien quand même qu'il y ait une trajectoire positive des profits et pas en décroissance. Le deuxième élément, c'est de se dire, OK, on a 2 risques, ils sont identifiés. Il y en a un, je ne sais pas s'il peut déraper, c'est le plafond de la dette. Le second, je pense qu'il est gérable, la crise des banques régionales. Et donc, le marché a déjà un peu pricé ça. Il l'a pricé d'une certaine manière dans le niveau de la parité euro-dollar. Quand le dollar a glissé vers les 1,11 et très légèrement au-dessus ou en dessous, en fonction de comment on le regarde, il y a quelques semaines, ça veut dire que le marché avait pricé pas mal de négativisme, entre guillemets, sur l'économie américaine et sur les risques. On voit qu'il est autour de indice assez solide aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir une trajectoire différente, parce que le mouvement des taux de la BCE est différent de celui de la Fed. Donc peut-être qu'on peut repricer un euro plus fort prochainement, en deuxième partie d'année. Nous, ce qu'on dit, c'est de profiter peut-être de la séquence jusqu'à l'été pour trouver un meilleur point d'entrée. On ne peut pas exclure un retour à 3008. 3008, 4002, c'est un peu la borne sur le S&P 500, c'est la borne de trading. On a quand même à l'esprit que le corporate va bien, que les ménages vont bien, que les perspectives sont rehaussées au niveau des bénéfices, que j'ai quand même beaucoup de sociétés dans de nombreux secteurs qui ont déjà révisé à la hausse leurs perspectives 2023 après le premier trimestre. Ça veut dire qu'on aura des confirmations au deuxième, peut-être des accélérations. Et donc à un moment ou à un autre, quand même, la dynamique des marchés, c'est quand même la dynamique des bénéfices. Et je crois qu'il faudra savoir bien se positionner sur les valeurs de qualité défensive et de croissance américaine pour bénéficier de cette dynamique-là.
On regardera les cycliques et les financières peut-être plus tard, quand la confiance sera revenue, au-delà du rebond technique qu'on peut observer sur les financières. C'est-à-dire au moment où on aura une certitude que le point bas de l'économie aura été touché et qu'on pourra imaginer, comme vous disiez tout à l'heure, François, un scénario très légèrement haussier, pas un grand dynamisme de rebond de l'économie mondiale en 2024, mais une trajectoire peut-être un peu meilleure. Ouais, une année 2024 qui sera peut-être nettoyée de toutes les scories Covid, post-Covid, etc., avec une forme peut-être un peu plus normale. Que ce soit la première année sans un choc. Oui, c'est ça. Et la repondération à venir des États-Unis se fera au détriment de l'Europe. C'est ce qu'il faut comprendre, Laurent, à un moment. Alors, à cet arbitrage. Peut-être que ça peut se faire au détriment d'autres classes d'actifs. Alors la classe d'actifs alternatifs aujourd'hui ne nous intéresse que modestement, si ce n'est plus du tout, parce que vous avez des taux sans risque à 5% plus aux États-Unis, à 3% plus en Europe, et ça va continuer de grimper. Donc pourquoi aller chercher des gens qui vont vous générer potentiellement de la volatilité? Donc quelque part, ça, on est en train de l'exclure des portefeuilles pour ne plus en avoir ou quasiment plus dans les prochains mois. La question qui peut se poser, c'est que nous, on a reneutralisé notre position sur les marchés obligataires au sens large. Alors j'ai envie de dire, le message de la Fed peut nous amener à réfléchir différemment sur la partie crédit américain, parce que quelque part le mouvement est terminé et donc peut-être qu'il y a un intérêt à être sur la partie courte, sur du portage, sur l'investment grade. Donc ça, c'est pas inintéressant. À yield, il faudrait que ce soit un peu plus séduisant. Il faudrait un peu de volatilité, un écartement des spreads. C'est un marché qui est très lié aux matières premières. Le baril est très faible, donc il peut y avoir des entreprises qui connaîtraient des difficultés. Donc pas exclure. On n'a pas envie de désensibiliser l'Europe aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'Europe, c'est quand même l'économie la plus internationale. Et on a bien en tête qu'il y a un véhicule qui redémarre très vite, c'est les émergents, surtout l'Asie et particulièrement la Chine. Et rien de mieux que l'Europe pour jouer la Chine aujourd'hui, Laurent ? Alors ça a été grandement joué par les investisseurs. On a tous été regarder les secteurs du luxe dans un premier temps et on a vu les performances opérationnelles de toutes les grandes banques, toutes les sociétés de luxe françaises et italiennes. Ça a été extraordinaire. Moncler encore cette semaine. Mais il reste quand même des opportunités sur les industriels. On en avait parlé il y a quelques mois et je trouve que le premier trimestre, en général, dans le secteur industriel, a plutôt été de bonne facture. Et on voit la réouverture permettre une réaccélération des prises de commandes et des bénéfices sur ce segment-là. Et je trouve que c'est un segment d'investissement qui reste intéressant. Schneider, pour ceux qui ont regardé la publication il y a quelques semaines, a quand même envoyé des messages très positifs. Bon, intéressant, hein. Nouvelle séquence qui commence quand même dans les marchés avec une Fed qui arrive au bout de son cycle de resserrement monétaire historique et qui restera évidemment gravé dans les mémoires. Merci beaucoup à vous deux et Laurent Dédier qui est avec nous en plateau, le directeur général délégué en charge des gestions d'Autingre Banque Privée.